Bonsoir à toutes et à tous. C'est impressionnant de voir que vous êtes si nombreux ce soir. Donc on va aborder le thème. On va aborder le thème des pathologies environnementales et avec cette approche One Health. On a essayé de faire des choses qui se complètent, Michel et moi. Donc il y aura des petits ping-pong entre lui et moi. Alors juste, je rajoute que, en plus de ce qu'a dit Alexandre, je travaille dans un CHU où je m'occupe de couples qui ont des problèmes d'infertilité liés à des expositions environnementales. Donc vous allez voir que je vais vous en parler un petit peu. Donc on va commencer par le contexte mondial. Je pense que vous l'avez tous en tête, mais j'aime bien représenter ça avec ces images-là. Depuis 2009, on a des limites planétaires qui sont de plus en plus dépassées et qui commencent à remettre en doute, en tout cas, l'habitabilité de la planète pour nous. Pourquoi ces limites planétaires sont dépassées petit à petit et de plus en plus? En fait, on sait que la main de l'homme est malheureusement responsable de cet effondrement, notamment de la biodiversité et de la pollution des milieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on consomme, on surconsomme, on va utiliser et puiser de plus en plus de matières premières, de ressources, d'énergie, d'eau, et au final, on pollue les milieux, on émet des gaz à effet de serre. Et comme vous le savez, on n'a pas de planète B, donc il va bien falloir qu'on s'y mette pour améliorer la situation. Ce contexte fait que, évidemment c'est un peu caricatural, mais pas tant que ça, l'homme n'a pas beaucoup évolué, mais par contre l'environnement dans lequel il évolue, lui, a énormément été changé et chamboulé depuis les années 60. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la différence avec cet humain-là, entre cet humain-là et cet humain-là, c'est qu'en fait, celui de droite, il vit dans un monde qui est relativement aseptisé, déconnecté de la nature, et il est entouré de facteurs environnementaux, notamment de produits chimiques. Dans son quotidien, on estime qu'on est exposé à peu près 1 millier de substances chimiques tous les jours. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces substances chimiques, c'est un petit peu l'iceberg, c'est-à-dire que sur à peu près 100 000 substances qu'on estime être sur le marché dans le monde, les scientifiques en fait n'en ont entre guillemets étudié qu'à peu près 500. Donc ça veut dire que toutes les autres aujourd'hui sont relativement inconnues. Donc soit pour leur nocivité, soit pour leur innocuité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on fait des sondages auprès des Français, ils sont de plus en plus préoccupés par cet environnement, et notamment cet environnement chimique dans lequel ils baignent. Alors vous allez me dire, ok, très bien, ça vous le saviez plus ou moins, mais du coup, qu'est-ce qui se passe pour la santé dans ce contexte fluctuant? Hippocrate, si on reprend un petit peu l'histoire de la médecine, en fait, était un petit peu le pionnier de la médecine environnementale parce qu'il avait écrit un traité, le traité des eaux, de l'air et j'ai oublié le troisième, où il disait qu'en fait on ne peut pas prétendre guérir un patient si on ne prend pas en compte son quotidien, son environnement et les influences que ça peut avoir sur sa santé. Donc en fait, il faisait de la médecine environnementale sans le savoir. Ensuite, du coup c'est à l'envers mon truc, mais c'est pas grave. Ensuite, on fait un grand bond dans l'histoire, on arrive dans le 19e siècle, où là on est dans le siècle de l'hygiénisme, où évidemment ça a sauvé des vies, puisque John Snow a permis, grâce à ses découvertes, de combattre l'épidémie de choléra qui avait eu lieu à Londres. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le curseur de l'hygiénisme, on l'a mis beaucoup trop en avant, et aujourd'hui on est un petit peu les victimes de cet hyper-hygiénisme. Et donc l'OMS a défini la santé, je vous l'épargne, la définition de la santé, mais ce qui s'est passé, c'est qu'une quarantaine d'années après, en fait l'OMS a défini ce qu'on appelle la santé environnementale, puisqu'on s'est rendu compte que l'environnement pouvait avoir un impact sur notre santé. Donc la définition, c'est la suivante. La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, de la qualité de vie, qui sont déterminés par des facteurs physiques, chimiques, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Donc là, on va sortir vraiment du champ de la définition de la santé de base de l'OMS, puisqu'on va prendre en compte l'environnement. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette définition, c'est la suite, c'est que tout ça, c'est susceptible d'affecter la santé des générations actuelles, mais aussi des générations futures.
Donc on a une notion de transgénérationnalité, entre guillemets, c'est peut-être un mot que j'invente un peu, qui est intéressante à avoir en tête, puisque ça va rentrer aussi dans la définition des perturbateurs endocriniens qui, eux aussi, ont des notions de transgénération. Si on va plus loin que ça, parce que la santé environnementale, on se focalise uniquement sur la santé humaine, eh bien on arrive dans ce qu'a dit tout à l'heure Alexandre et également Adeline, c'est le concept One Health. Le One Health, c'est quoi? C'est que l'être humain, dont on parlait en santé environnementale, en fait, n'est qu'un animal parmi les autres animaux, et les animaux eux-mêmes sont un écosystème qui est différent des végétaux, et toutes les santé sont liées les unes aux autres. Comme Alexandre l'a très justement dit, un environnement dégradé ne peut pas nous permettre d'être en bonne santé, que l'on soit humain ou non humain, que l'on soit animal ou végétal. Et ce qui est intéressant, c'est que les représentations actuelles du One Health ne tiennent que sur 3 pieds, et avec un collectif dont Michel et moi on fait partie, qui s'appelle l'Alliance Santé Biodiversité, on a réfléchi à comment illustrer ce concept One Health avec le 4e pied. Et le 4e pied, c'est le microbiome dans lequel on baigne en permanence, puisque vous le savez certainement, mais nous sommes humains, mais nous ne sommes pas que humains, nous sommes humains et bactériens, parce qu'on a plus de cellules bactériennes dans notre corps que de cellules humaines. Ok ? Donc, il y a énormément d'interactions entre les bactéries à l'extérieur de nous et les bactéries à l'intérieur de nous, et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer ce soir, et ce qui explique aussi ces pathologies environnementales qui en découlent. Donc, grosso modo, si on prend soin du vivant, en fait, on prend soin de nous. Alors, le dérèglement climatique, vous vous rappelez dans les limites planétaires. Alors, je suis passée très vite sur les limites planétaires. Est-ce que tout le monde est OK avec les limites planétaires? Ouais, ça va? Bof, bof. Ah oui, pardon. OK. Donc, dans les limites planétaires, il y a le changement climatique. Et quand on regarde les travaux qui ont été faits par l'équipe de Robert Barouki, qui est un scientifique avec lequel j'ai travaillé, en fait, ça a des effets sur la santé. Vous l'imaginez bien et vous l'avez déjà vécu. Par exemple, quand il y a une canicule, eh bien, on ne se sent pas bien, on peut être déshydraté, on a des problèmes métaboliques, etc. Mais ça a aussi d'autres conséquences, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'agents infectieux qui apparaissent. On a de plus en plus de pathologies type allergie. En fait, aujourd'hui, on considère qu'en 2050, la moitié des Français seront allergiques à quelque chose, que ce soit à des aliments ou à des choses comme les pollens, par exemple. Et pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce qu'en fait, le dérèglement climatique fait qu'on a des saisons qui se distendent, et donc les pollens sont présents plus longtemps. Ils sont plus agressifs, et en plus de ça, on a un deuxième effet qui se coule, c'est qu'on a de plus en plus de particules fines dans l'air, et en fait les pollens sont transportés par les particules fines et du coup vont rentrer plus profondément dans vos voies respiratoires et donc vont donner entre guillemets des symptômes qui sont plus agressifs qu'avant. On a, et c'est beaucoup là-dessus que je vais me focaliser ce soir, on a beaucoup de polluants chimiques qui entraînent du stress oxydatif, des inflammations et qui vont atteindre le microbiome humain. Enfin, sur les 2 dernières parties à droite, en fait, on vit des événements climatiques qui sont de plus en plus violents, de plus en plus souvent, et du coup, ça crée du stress psychologique et surtout, on peut avoir des stress post-traumatiques après avoir vécu un événement extrêmement violent et dangereux. Quand on regarde les données mondiales, en fait, on se rend compte que les pollutions, de manière générale, sont devenues en fait les premières causes de décès dans le monde. Vous entendez beaucoup parler de décès type maladie cardiovasculaire, mais en fait, c'est vrai, sauf que c'est lié à ces pollutions. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a de plus en plus de maladies non transmissibles qui évoluent très fortement, comme effectivement ce que je viens de dire, les maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires type les maladies allergiques, et l'infertilité et les cancers.
Et pourquoi est-ce qu'on subit tout ça? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit au début, en fait, les milieux sont contaminés et donc ça a des impacts sur notre santé. Concrètement, l'épidémie, elle est relativement mondiale. Je vous ai mis 3 exemples de pathologies là, assez sévères, mais j'aurais pu en mettre plein d'autres. On a un effondrement de la fertilité masculine. En une trentaine d'années, en fait, on a perdu une qualité spermatique de 52,4%, donc c'est assez majeur. Shanna Swan, qui est une biologiste américaine, dans un livre qui s'appelle The Countdown, explique que si on continue sur cette tendance-là, en 2045, l'humain ne sera plus capable de se reproduire. On est face à une pandémie de cancer du sein. Alors malheureusement, la France est sur la première marche du podium mondial, donc c'est une vraie problématique aujourd'hui, et le diabète progresse de plus en plus. Et alors là, ce schéma, il est issu d'une publi qui est un petit peu ancienne, mais qui est assez rigolote, entre guillemets. Vous voyez en bleu, c'est les cas de diabète, et en rouge, non, pardon, c'est l'inverse. Oui, c'est ça. En rouge, le diabète, et en bleu, ce sont la production de produits chimiques dans le monde. Vous voyez qu'on peut superposer complètement les deux courbes. Alors, tout ça, ça nous arrive dessus, mais ça fait quand même des années que les scientifiques alertent sur ces problématiques. Une des premières à avoir alerté là-dessus, c'est Rachel Carson, qui a écrit le livre qui s'appelle « Printemps silencieux » en 62, donc quand même 1962, ça date. Et pourquoi elle a écrit ce livre? Parce qu'en fait, c'est une biologiste et elle a beaucoup travaillé sur les effets du DDT, qui est un herbicide qui était largement utilisé aux États-Unis dans ces années-là, et qui en fait s'est rendu compte que dans les champs, elle n'entendait plus les oiseaux chanter. Et pourquoi elle n'entendait plus les oiseaux chanter? Malheureusement, pas comme la belle affiche qu'on avait au début, parce qu'en fait, le DDT a un métabolite qui s'appelle le DDE, qui s'est retrouvé dans les animaux, donc dans les oiseaux. Et en fait, quand ils pondaient des œufs, les œufs étaient mous, et donc les petits, en fait, ne pouvaient pas survivre. Et donc, il n'y avait plus suffisamment d'oiseaux pour entendre les chants, les chants des oiseaux. Donc, elle a appelé son livre comme ça. Elle est décédée en 1965. Grâce à elle, le DDT a été interdit en 1965 aussi aux États-Unis. Et donc, plus tard, c'est Theo Colborn, qui était la présidente du WWF, qui est aussi une biologiste, en fait, qui a rassemblé, qui a lu les travaux de Rachel Carson et a rassemblé les travaux de beaucoup de scientifiques à travers le monde et qui s'est dit qu'il fallait absolument organiser quelque chose. Et donc, en 1991, elle a organisé ce qu'on appelle la conférence de Wingspread, où elle a rassemblé des chercheurs transdisciplinaires. Il y avait 14 disciplines, des biologistes, des généticiens, des écologues, enfin vraiment plein de spécialités. Et en fait, ils se sont rendus compte que leurs travaux convergeaient malgré leurs différences de disciplines. Et c'est là qu'a été prononcé pour la première fois le endocrino disruptors, donc perturbateur endocrinien, qui est l'appellation qui a été donnée officiellement à ces molécules qu'ils découvraient petit à petit dans leurs recherches. Et pendant cette conférence était présente Anna Soto. Alors Théo est malheureusement décédée, mais elle a écrit un livre qui s'appelle Our Stolen Future, que je vous conseille de lire, qui est assez incroyable. Et Anna travaille sur beaucoup de molécules qui ont des effets œstrogéniques. Et par exemple, elle s'est rendue compte que les tubes qu'elle utilisait dans son laboratoire, en fait, avaient un effet et induisaient une prolifération tumorale. Elle travaillait sur le cancer du sein et en fait, un matin, elle est arrivée dans son laboratoire et dans les puits témoins, il y avait des cellules qui avaient proliféré. Et donc, elle s'est dit, bon, j'ai dû faire une petite boulette, ça peut arriver. Elle a recommencé son expérience et en fait, elle s'est rendue compte que dans les tubes témoins, ça proliférait systématiquement. Ils ont fait une enquête dans son laboratoire et en fait, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que les tubes avaient changé, les bouchons des tubes avaient changé de couleur. Donc, ils ont appelé le fournisseur de tubes et en fait, il se trouve que le fournisseur de tubes avait changé la recette du plastique et en fait, dans le plastique,
est contenu du nonylphénol, et le nonylphénol, en fait, déclenchait la prolifération cellulaire. Donc, en fait, c'est là qu'on a commencé à se poser des questions aussi sur les plastiques et sur le fait que ça pouvait avoir un effet cancérogène. Alors, maintenant que vous savez tout ça, l'idée, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on est imprégné. Dans les études de biosurveillance française, en fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on cherche un truc, on le trouve. Donc, Santé publique France a fait une étude de biosurveillance assez longue qui s'appelle Esteban. Vous pouvez tout retrouver sur Internet en accès libre, et a révélé les résultats par vague. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait une vague, il y avait 100% des Français qui étaient contaminés. Ce qui est important dans ces résultats, c'est ce que je vous ai mis là en rouge, c'est qu'en fait, les adultes sont contaminés, les enfants sont aussi contaminés, mais les enfants sont plus contaminés que les adultes. Et pourquoi les enfants sont plus contaminés que les adultes à une exposition identique? C'est qu'en fait, les enfants sont complètement immatures. Système respiratoire, système immunitaire, ils mangent beaucoup plus que nous, et surtout, ils ont un comportement qui est différent de nous, c'est-à-dire qu'ils sont déjà beaucoup plus petits, ils sont près du sol, et au sol, en fait, on a des contaminants qui vont retomber. Ils mettent tout à la bouche, et donc, s'il y avait, par exemple, un enfant qui était à côté de moi, à exposition identique, en fait, il serait beaucoup plus contaminé que moi. Et ça, vous allez voir, c'est important pour la suite. Alors, du coup, les chercheurs se sont dit, OK, comment est-ce qu'on pourrait caractériser l'environnement dans lequel on vit? Et donc, c'est là qu'est apparue la notion d'exposome. Alors, bon, ça, c'est moi qui l'ai fait, hein, ce n'est pas du tout scientifique, il manque forcément des choses, mais la définition officielle, c'est celle-ci. L'exposome, ce sont tous les facteurs environnementaux auxquels nous sommes exposés du premier jour de la conception, donc ça veut dire la vie in utero compte, jusqu'au dernier jour de vie. Et ce sont les mêmes types de facteurs que ceux qu'on avait dans la définition de la santé environnementale, physique, chimique, biologique et psychosociaux. Et par exemple, si on se focalise sur les fameux perturbateurs endocriniens dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, quand on regarde, par exemple, ça c'est une infographie de l'INCa, hein, c'est l'Institut national du cancer, eh bien, vous voyez que les perturbateurs endocriniens, on les retrouve dans plein de produits du quotidien. Mais vraiment plein de produits du quotidien. C'est très difficile de les éviter. Et comme moi, j'aime bien parler des plastiques, eh bien aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup des plastiques, et les perturbateurs endocriniens sont contenus dans les matières plastiques. Et là, vous voyez, par exemple, sur cette infographie, des matières plastiques, il y en a un petit peu partout aussi. Et ce qu'on sait des perturbateurs endocriniens par rapport à leur risque sanitaire, il y a encore Santé publique France, étonnamment, qui a sorti un rapport assez long. Et si vous allez dans la dernière page des annexes, vous trouvez ce tableau qui est assez incroyable, qui vous montre en fait les niveaux de preuve entre des expositions à des perturbateurs endocriniens et la survenue de pathologies. Il se trouve que, vous voyez, vous avez niveau de preuve suffisant, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est peut-être un peu petit, niveau de preuve suffisant, niveau de preuve plausible, insuffisant et non documenté. On va se focaliser sur les deux premières colonnes, mais vous voyez que déjà, si on additionne ces deux colonnes, on a déjà plus d'une trentaine de pathologies qui sont liées potentiellement à des expositions aux perturbateurs endocriniens. Et dans ces pathologies, on a donc des pathologies gynécologiques, donc l'endométriose, le fibrome utérin, les malformations des petits garçons, cryptorchidie, hypospadia, altération de la qualité du sperme, ça vous l'avez vu, hein, il s'est écroulé en 30 ans. On a des issues défavorables de grossesse, cancer du sein, cancer de la prostate. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées aux hormones parce qu'en fait, les perturbateurs endocriniens, ce sont des perturbateurs hormonaux. Donc, ils viennent mettre le bazar dans notre système hormonal, sauf que nos hormones, ce sont les messagers dans notre corps qui vont donner des ordres à des organes cibles. Et donc, si vous avez des fausses hormones, entre guillemets, donc les perturbateurs endocriniens, ça peut mimer, ça peut bloquer, ça peut accélérer ou ça peut freiner le fonctionnement de nos organes. Et c'est à cause de ça, en fait, qu'il y a énormément de pathologies qui peuvent être liées justement à ces expositions aux perturbateurs endocriniens. Ça va? Je ne vais pas trop vite parce que ce matin, j'ai donné un cours et j'ai parlé trop vite, donc ce soir, il faut que je fasse attention. Dans la deuxième colonne, on a des pathologies quand même qui émergent vraiment avec des chiffres très élevés. L'infertilité. Aujourd'hui, il y a 24% des couples
qui ont recours à la procréation médicalement assistée. Ça veut dire 1 couple sur 4 qui souhaite procréer est obligé de se faire aider. Ce sont des chiffres qui sont quand même très importants et qu'on n'avait pas vu, nous, ce n'était pas du tout ces chiffres-là quand on a fait nos études il y a longtemps. Donc ça montre le fait que la qualité spermatique est de mauvaise qualité, mais il n'y a pas que ça bien sûr, hein. Il y a aussi beaucoup d'infertilité qui sont liées à des maladies gynécologiques type endométriose, syndrome de l'ovaire polykystique, fibrome utérin, etc. Mais vous voyez que ce sont aussi des maladies qui sont liées potentiellement à des expositions à des perturbateurs endocriniens. Vous avez aussi des maladies métaboliques comme l'obésité et le diabète de type 2. Vous vous rappelez la courbe du diabète de type 2 qui explosait. Alors, évidemment, tout ça, ce n'est pas normal. Ce sont des maladies non transmissibles et ce n'est pas l'évolution de la génétique qui explique l'évolution de ces pathologies-là. Alors, les perturbateurs endocriniens, j'ai essayé de vous résumer, mais alors ça va être vraiment un résumé grossier de leurs particularités, parce que sinon il me faudrait 2 heures pour vous expliquer ce qu'est un perturbateur endocrinien. Mais quand on fait des études de médecine, en fait, on nous apprend qu'un poison, c'est la dose qui va faire qu'il va devenir un poison. C'est Paracels qui nous disait ça. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez tuer votre voisin, plus vous mettez de l'arsenic, plus vous êtes sûr que ça va bien se passer. D'accord ? Avec les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas la dose qui va faire le poison. C'est-à-dire qu'à des doses nanométriques ou nanogrammiques, je ne sais pas comment on dit, en fait, on peut avoir un effet majeur. Par exemple, c'est le cas du bisphénol A. On n'a pas des courbes monotones, on va avoir des courbes non monotones, des courbes en V, des courbes en U, des courbes en plusieurs W, si vous voulez. Donc c'est vraiment important et c'est ce qui fait qu'on a du mal à analyser ces perturbateurs endocriniens. La deuxième chose, ce n'est pas la dose qui fait le poison, mais du coup c'est l'exposition qui fait le poison. Il y a des moments de la vie où on est plus vulnérable à une exposition identique à un autre moment de la vie. Par exemple, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit les enfants sont plus imprégnés que nous les adultes. Et bien en fait, les enfants font partie de ces fenêtres de vulnérabilité. C'est-à-dire que si eux, ils sont exposés entre 0 et 2 ans, par exemple, alors ça, ce sont les chiffres officiels, mais en réalité, c'est plutôt les enfants de manière générale, le risque de développer une pathologie plus tard est beaucoup plus élevé que si un adulte va être exposé à la même molécule au même moment. Et puis enfin, il y a l'importance, alors c'est l'importance du moment de l'exposition, pardon, j'ai tout inversé, et la deuxième chose, c'est la récurrence de l'exposition. Même si vous êtes exposé à des doses faibles, si c'est récurrent, vous allez augmenter vos risques. Je prends l'exemple, parce que je vais en parler tout à l'heure, par exemple, vous mangez à la cantine, si les plats sont réchauffés dans des barquettes en plastique, et ben c'est tous les jours. Donc ça veut dire que tous les jours, vous vous contaminez. Alors, il y a des polluants, il y a des perturbateurs endocriniens qui sont persistants, et il y a d'autres perturbateurs endocriniens qui sont non persistants, c'est-à-dire que vous allez les éliminer en les urinant en 24 à 48 heures, par exemple les bisphénols, les phtalates qui sont des assouplissants du plastique. Mais si vous vous recontaminez tous les jours, finalement, vous êtes toujours contaminé. Donc ça, c'est le principe de la DOAD que je reverrai tout à l'heure, donc je vais passer vite. Et puis enfin, alors je vous passe le côté épigénétique, etc., mais on pourra en reparler si vous voulez. Et puis enfin, il y a l'effet cocktail, c'est-à-dire que vous vous rappelez, on baigne dans un bain chimique en permanence. Donc en fait, on n'est jamais face à un seul perturbateur endocrinien ou un seul reprotoxique. On est tout le temps en permanence confrontés à plusieurs. Et en fait, ce qu'on sait, c'est qu'ils s'aiment bien entre eux. Et donc 1 plus 1, ça ne va pas faire l'effet de 2, ça va faire l'effet de 10, de 20, de 30 ou de 50 ou de 100. On a un effet cocktail et un effet synergique qui est majeur. Alors cette fameuse, le petit dessin que je vous ai montré juste avant, en fait, c'est pour vous montrer l'importance du moment de l'exposition. Ça, c'est David Barker qui a modélisé ça en 2005. Il a appelé ça la DOAD, alors je vous épargne mon anglais, c'est l'origine développementale de la santé et des maladies. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si une maman est exposée pendant qu'elle est enceinte, en fait, il peut y avoir des manifestations de pathologie à plein de moments de la vie plus tard. Ça peut être très tôt, c'est-à-dire si le petit garçon à naître a une malformation, un micropénis ou des cryptorchidis, ce sont les bourses qui ne tombent pas dans les testicules, par exemple. Ça, c'est de plus en plus fréquent, malheureusement. Mais ça peut être plus tard, ça peut être un cancer plus tard, ça peut être une obésité
avant la puberté, après la puberté, etc. Donc ça, c'est un petit peu la loterie parce que nous avons tous des susceptibilités individuelles qui font que quelqu'un qui va être exposé n'aura peut-être jamais rien au cours de sa vie et un autre va plutôt avoir une ou deux pathologies. Je vous ai mis ce symbole-là, c'est le symbole des 1000 jours. C'est les 1000 premiers jours, en fait, les autorités de santé parlent de tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, mais avec ce logo 1000 jours. Ça veut dire du premier jour de fécondation jusqu'aux 2 jours de l'enfant, c'est important de protéger les enfants. Donc ça, maintenant, c'est dans les carnets de santé, vous avez ce logo 1000 jours. Donc ne soyez pas étonnés. Mais si on revient un petit peu à la réalité politique, comme on l'a dit, en fait, ce qui se passe, c'est que les perturbateurs endocriniens, notamment, ne sont pas bien réglementés, voire vraiment mal réglementés. Il n'y a pas de réglementation harmonisée. Il y a une temporalité qui est extrêmement différente entre la vitesse à laquelle les industriels sortent des innovations toutes les semaines et les autorités qui en fait sont complètement débordées, les réglementations sont complètement obsolètes. Et puis, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, je considère qu'il y a très peu d'informations pour le grand public et encore moins pour les professionnels de santé. Alors, cette image, je vous avoue que pour aller souvent à Bruxelles, c'est du vécu. Vous avez 3 commissaires européens qui se parlent et qui disent « Nous sommes tombés d'accord sur une définition commune », à savoir que définir un perturbateur endocrinien, ça a pris des années et encore, on n'est pas super content de la définition actuelle. Et donc, il continue. Un perturbateur endocrinien, c'est une molécule dont la concentration maximale ne doit entraver en rien la santé de l'industrie chimique. Je vous assure que c'est vraiment ce qui se passe. Et d'ailleurs, malgré toutes les connaissances scientifiques qu'on a sur ces molécules, en fait, les politiques publiques ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Je prends quelques exemples. Les polluants éternels, donc les PFAS, les polyhyperfluoroalkylés, qui sont cancérogènes et certains sont suspectés d'être perturbateurs endocriniens, mais ne sont pas encore classifiés perturbateurs endocriniens. On a un scandale dans la vallée de la chimie où l'industrie de la chimie en fait, balançait des PFAS dans les rivières. On a des députés qui ont proposé une loi anti-PFAS. En fait, les PFAS, c'est des molécules magiques. Elles n'aiment pas l'eau, elles n'aiment pas le gras, elles donnent une propriété ignifuge et donc elles sont énormément utilisées. Elles sortent d'où ces molécules? Elles sortent des chars dans les années 40 où aux États-Unis, en fait, ils ont découvert cette molécule, c'est complètement fabriqué de la main de l'homme et c'est indestructible, c'est pour ça qu'on les appelle les polluants éternels parce qu'en fait ce sont des liaisons carbone-fluor qui sont des liaisons indestructibles. Et en fait, ils ont découvert que ces molécules justement permettaient de protéger du feu et donc quand il y a eu une guerre, en fait, ils en balançaient sur les chars pour que les chars, quand ils se faisaient tirer dessus, ils n'explosaient pas. Et après, il restait des stocks, donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de ces stocks? Et comme ils se sont rendus compte que ça n'aimait pas l'eau et que ça n'aimait pas le gras, on en a mis dans les poêles pour faire des poêles en téflon. C'est anti-adhésif, c'est génial, sauf que c'est cancérigène. Et donc, les députés ont proposé une loi pour interdire les PFAS dans les ustensiles de cuisine, dans les fartes de ski, parce que pour que vous glissiez super bien sur la neige, en fait, il y a des PFAS. Dans les vêtements techniques qui sont déperlants, vous savez, quand vous versez une carafe d'eau sur votre super veste anti-pluie, eh bien, si ça coule dessus, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il y a des PFAS. Et puis, il y en a aussi dans les cosmétiques, tout ce qui est waterproof, en fait, ça n'aime pas l'eau, donc il y a des PFAS. Eh bien, figurez-vous qu'une enseigne bien connue de casseroles a fait un lobby monstrueux et a fait enlever la partie ustensile de cuisine de la loi. Donc, elle a été votée, mais sans la partie ustensile de cuisine. Ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2026, seront interdits les PFAS dans les cosmétiques, dans les fartes de ski, dans certains vêtements techniques, mais pas du tout dans les ustensiles de cuisine qu'on utilise tous les jours, plusieurs fois par jour. Trouvez la logique là-dedans. Et la deuxième chose que je voulais mettre en avant ce soir, c'est le fait que malgré les connaissances sur les pesticides, et il y a déjà eu un
un séminaire là-dessus, mais depuis, on a engrangé encore plus de connaissances sur les risques pour la santé. La loi du plomb a été adoptée cet été, malgré plus de 2 millions de signatures de Français qui étaient contre, qui se sont exprimés à la consultation publique. Et je tenais à rajouter ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais est sortie, a été publiée le 15 septembre, l'étude Pestirive, qui est une étude qui montre l'imprégnation des riverains de zones viticoles aux pesticides. En fait, cette étude, elle était prête depuis très longtemps. Elle aurait dû sortir avant le vote de la loi du plomb, mais ça a bloqué très haut au niveau de l'État. Et ce qui fait que des associations ont râlé en disant qu'ils avaient fait exprès de ne pas sortir cette étude avant le vote de la loi du plomb, parce que probablement que ça aurait pu influencer effectivement les votes, mais ça n'a pas été le cas et la loi du plomb a été adoptée. Alors je vois que le temps tourne très très vite, donc je vais me dépêcher. Je voulais juste terminer, enfin pas terminer, mais je vais avancer vite, sur le fait que sur la planète, il y a beaucoup trop de plastique. Et nous croulons sous le plastique. Donc je vais passer vite. Le plastique, en fait, on en mange, on en respire et on s'en met sur la peau. Mais ce qui est intéressant, c'est que le plastique peut avoir un impact sur notre fameux microbiome et notamment notre microbiote intestinal. Je vous passe les détails, mais on en a un petit peu partout dans le corps. Et je vous invite à regarder ce documentaire qui est actuellement disponible sur la plateforme Arte, Homo Plasticus, qui est très très bien fait. Et si on reprend nos lunettes One Health, il n'y a pas que l'homme qui est plein de plastique, il y a aussi les animaux et nos sols. Donc l'idée, c'est de couper le robinet. Donc concrètement, bon, je suis nutritionniste, donc forcément, je vais vous parler d'alimentation. Comment est-ce qu'on continue à se dire bonne chance, enfin bon appétit au lieu de se dire bonne chance? Eh bien, je laisserai à Michel la joie de vous parler du reste, c'est-à-dire de tout ça. Mais moi, je vais vous raconter comment est-ce qu'on fait pour déplastifier nos assiettes. Eh bien, pour déplastifier nos assiettes, eh bien, en fait, on évite tout ce qui contient du plastique, même quand on ne le voit pas. Par exemple, dans les canettes et les boîtes de conserve, vous avez un film plastique à l'intérieur. Le téflon, j'en ai déjà parlé. Les bouteilles en plastique, bon, ça, vous devez bien l'imaginer. Mais vous avez aussi des matériaux, je vous en ai emmené là, parce que les industriels sont assez incroyables, qui vont vous sortir ce qu'ils appellent des bioplastiques. Donc vous avez l'impression que c'est du carton, mais en fait, ce n'est pas du carton, il y a du plastique dedans. Si vous vous amusez, si vous êtes très patient, en fait, il y a du plastique à la surface, mais vous ne le voyez pas à l'œil nu et ça prend des heures à l'enlever. Je vais passer vite. Et donc pour terminer, le microbiote, on a vu tout à l'heure, il est très en lien avec le microbiote de l'extérieur. Et donc pour être en bonne santé, en fait, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des prescriptions de nature. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la nature, on va retrouver plein de micro-organismes qui nous permettent de manger, mais surtout, on va retrouver des choses qui vont nous permettre d'être en bonne santé. Être dans la nature, ça nous permet de diminuer notre niveau de stress, mais surtout, ça nous permet, il y a plusieurs études qui ont montré ça, de renforcer notre microbiote. C'est-à-dire que quand vous êtes en contact avec les microbes de l'environnement végétal, eh bien, nos microbiotes cutanés et nos microbiotes intestinaux, en un mois, en fait, sont améliorés. Le microbiote cutané, c'est même en 15 jours. Et ça, on le sait grâce à une expérimentation qui a été faite en Finlande, où ils ont revégétalisé les cours et les enfants sont dehors tous les jours. Et en 15 jours, leur microbiote cutané s'est amélioré, leur microbiote intestinal en un mois, et surtout, ils étaient beaucoup, beaucoup moins malades parce que le microbiote, en fait, intestinal, c'est 80% de notre système immunitaire. Bon, je vous passe le côté fraîcheur d'aller en forêt. Ça permet d'améliorer son système cardiovasculaire et du coup d'être robuste face aux pathogènes. Un autre documentaire que je vous conseille de regarder, c'est Vive les microbes, qui a été fait par Marie-Monique Robin. Et donc, je laisse la parole à Michel, qui va vous expliquer quelle est la différence entre ces deux cas, à gauche et à droite, sur notre santé. Et je vous remercie.